Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais aborder les 3 erreurs majeures à éviter en HSE, c'est-à-dire en hygiène, sécurité et environnement, ou sécurité du travail, c'est à peu près la même chose. L'objectif étant de vous aider à ne pas perdre l'argent déjà investi en sécurité et surtout peut-être aussi de vous aider à mieux vous endormir le soir. Alors peut-être que vous vous demandez si finalement je ne vais pas parler d'une nouvelle méthode de relaxation ou de sophrologie nouvelle version à la place de l'HSE. Non, pas du tout, parce que je vous assure, je vais vraiment traiter en fait des accidents du travail. Je m'appelle Stéphane. Mon objectif, c'est de vous aider et de vous apporter un regard différent et motivant sur l'HSE et la sécurité du travail. Je suis spécialiste et manager HSE depuis plus de 25 ans. Je suis passionné par le coaching HSE des individus et des groupes. En 2021, j'ai écrit un ouvrage sur le macro-audit HSE en intégrant surtout beaucoup de schémas et de diagrammes afin de faciliter la lecture et une vision rapide et pratique des problématiques HSE. Je vais donc vous livrer les 3 erreurs les plus coûteuses en HSE. Première erreur majeure, ne pas détecter les processus d'accident qui sont en gestation. Alors en qualité comme en sécurité, la notion de concept de processus, c'est quelque chose de fondamental. C'est au centre du management. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés, on peut définir un processus en 3 parties. La première partie, ce sont ce qu'on appelle les données d'entrée. La deuxième partie, c'est le cœur même du processus, qui est constitué d'un ensemble d'actions et d'activités qui vont transformer les données d'entrée en données de sortie. Donc les données de sortie, c'est la 3e partie du processus, et elles sont constituées, ces données de sortie, des objectifs recherchés par l'organisation à travers ce processus. Pour que ce soit concret, de toute façon, je vais vous illustrer le processus d'accident proprement dit. Mais avant de le faire, je vais quand même vous faire part d'une remarque personnelle. À savoir que des processus, j'en ai vu de toutes les couleurs, j'allais dire, j'en ai vu de tout type et très diversifiés, aussi bien en qualité qu'en sécurité. Mais franchement, je n'ai jamais vu aborder directement le processus d'accident en gestation dans l'organisation qui mettait en œuvre ces processus. Et je pense que c'est justement une erreur majeure parce que au lieu d'aller directement aux priorités du moment, eh bien sûr, on va mettre en place des tas de mesures à travers d'autres processus qui vont protéger l'organisation des accidents, mais ça va le faire de manière plus indirecte et plus tardive, parce qu'il va falloir un certain temps pour que tous ces processus agissent. Tout ne sera pas prioritaire d'ailleurs. Et finalement, avant qu'on ait un système complètement sécuritaire, on aura peut-être été vulnérable à très court terme à des accidents et finalement, on n'aura pas pu empêcher ce qu'on cherche à empêcher chaque jour et au quotidien, c'est-à-dire les accidents. Donc, je reviens sur le contenu du processus d'accident. L'objectif étant, au final, d'être capable de construire et de mettre en œuvre ce qu'on pourra appeler un anti-processus d'accident, bien sûr. Parce que, en termes de prévention, c'est ça qu'on va devoir mettre en place. Donc, attaquons le fameux processus d'accident. Alors, quels sont les composants possibles d'un processus d'accident? Je commence avec les non-conformités, qui sont classiques, hein, c'est connu, les non-conformités, surtout pour ceux qui font de la qualité, mais bien sûr aussi en sécurité du travail. Deuxième élément constituant et qui
font partie des fameux éléments entrants ou les inputs en anglais, les dérives. Alors dans les dérives, on intègre des déviations par rapport aux méthodes de travail, bien sûr, mais aussi par rapport aux moyens et aux outils utilisés. Donc des outils inadaptés, bien sûr, c'est une dérive, des outils mal entretenus aussi, pareil pour les moyens. Les oublis sont aussi une caractéristique de certaines dérives. Ça, c'est lié à l'aspect humain du travail. La négligence, pareil. On retrouve l'aspect de certains comportements humains. Et là, dernière catégorie de dérive, la transgression avec, en plus des caractéristiques d'oubli ou de négligence qu'on vient de voir, un aspect volontaire à agir différemment. Et cet aspect volontaire-là aura toujours une bonne justification, il y aura toujours une bonne excuse pour celui qui fera la transgression, sauf que, évidemment, ça n'ira pas dans le sens recherché des objectifs. Alors je prends un exemple de transgression et d'excuse. Donc par exemple, on va se dire tiens, moi ça va plus vite ou c'est plus facile d'agir de telle manière, et donc bah tiens, je vais enlever cette protection parce qu'elle me gêne, ou alors ça va être bah tiens, je vais faire moi-même la manutention parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Et bon, et la personne ne va pas penser que elle va peut-être déclencher une crise de mal de dos ou une autre TMS, etc. Donc je continue. Dans les éléments entrants, on note aussi tout ce qui est événements indésirables. Alors les événements indésirables, c'est plus des événements de nature technique ou technologique. Et c'est pourquoi on parle de dysfonctionnement ou d'anomalie. Dernier aspect, dans les éléments entrants qui peuvent nourrir un processus d'accident, c'est l'absence ou le manque de préparation du travail. C'est pas le tout d'avoir des connaissances techniques, d'avoir des outils, du matériel adapté à certaines activités. Encore faut-il, pour réaliser ces activités, tenir compte de l'environnement de travail et des conditions particulières. Et ça, c'est la préparation du travail qui va permettre de le maîtriser. Je passe au contenu central d'un processus d'accident. Par rapport aux données d'entrée, qu'est-ce qui va faire que on va générer des données de sortie accidentelles? Eh bien, premier aspect qui caractérise les processus d'accident, la répétition de situations problématiques pour la sécurité. Donc, cette caractéristique de répétition, elle est systématique dans les accidents. Donc, il faut bien garder ça en tête pour identifier un processus d'accident potentiel. Deuxième aspect, il n'y a pas de réponse aux interrogations et aux questions qui se posent malgré la répétition de ces situations problématiques. Ça, c'est un facteur aggravant également systématique, c'est-à-dire, ok, les situations problématiques, elles sont connues quand elles arrivent, du point de vue sécurité. Donc, on essaye forcément d'avoir des réponses, mais pourquoi tel événement s'est produit, ou quel est le problème, etc. Et lorsque, finalement, soit le problème n'est pas abordé sérieusement, soit parce qu'on veut pas ou on ne trouve pas de réponse aux questions posées, eh bien la situation va se perpétuer et ça va devenir une habitude. Donc attention, lorsque il n'y a pas de réponse aux interrogations qui se posent, aux questions qui se posent du point de vue sécurité, événements problématiques pour la sécurité, là on aborde déjà une deuxième phase qui avance très très vite et de manière beaucoup plus inquiétante
vers l'accident. Dernière étape, si je puis dire, de ce processus, au fil du temps, il n'y aura pas d'évolution favorable. C'est-à-dire que, bien sûr, à certains moments, une situation problématique, elle peut être réglée pour une raison ou une autre, ou elle peut s'arranger ou aller dans le bon sens, même si elle n'est pas complètement réglée. Et là, dans le processus d'accident, on s'aperçoit toujours que, en définitive, il n'y a jamais eu d'évolution favorable de la situation et les choses ont perduré. Et donc, bien sûr, comme élément de sortie de ce processus, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un accident potentiel. Alors, bien sûr, il ne va pas forcément se produire dès qu'on aura observé tous les éléments que je viens de décrire, mais ce ne sera qu'une question de temps. Et dans la plupart des cas que j'ai pu observer et des enquêtes d'accidents, j'en ai fait énormément, d'autant plus qu'à un moment donné, j'étais spécialement diligenté pour ça. C'était en fait mon cœur de métier de faire des expertises suite à des accidents. Et là, je peux vous dire que effectivement, quand ces éléments étaient là, eh bien, oui, c'était irrémédiable. Et puis, au bout d'un moment, l'accident est arrivé. Donc, attention, il faut bien prendre conscience que la connaissance des processus d'accident en gestation, en fait, c'est un atout énorme si on ne veut pas passer à côté des priorités en matière de sécurité du travail. Et là, on arrive à la deuxième erreur majeure en HSE, le manque de préparation du travail avant les activités ou interventions. Alors, effectivement, comme on le voit en bas de la diapositive, l'absence ou le manque de préparation du travail, c'est un des principaux éléments entrant dans le processus d'accident. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai souvent observé dans les enquêtes d'accident comme une des causes principales. Mais aussi quand on fait des visites de chantier ou des visites de terrain, c'est également quelque chose qu'on est souvent amené à constater. C'est-à-dire que quand les opérations se déroulent mal, eh bien, à la base, on constate souvent que finalement, il n'y avait pas de préparation du travail, ou bien que la préparation du travail a été bâclée ou complètement inadaptée. Donc la préparation du travail, elle est fondée essentiellement sur deux éléments. Donc, évidemment, d'abord la prise en compte de l'environnement de travail, mais aussi savoir rédiger correctement un mode opératoire et savoir aussi y associer une analyse des risques adaptée et avec des mesures de prévention vraiment efficaces et opérationnelles sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment encore un point faible, très souvent observé, et avec une marge d'amélioration quasi universelle. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, en tout cas, en ce qui concerne la préparation du travail avant les interventions ou les activités sur le terrain. La troisième erreur majeure, c'est de ne pas maintenir la culture sécurité au niveau attendu. Alors, la culture sécurité, c'est tout ce qui va, de façon un petit peu diffuse, permettre finalement de ne pas avoir de non-conformité, de ne pas avoir de dérive et de ne pas avoir d'événements indésirables parce que globalement, on aura des comportements qui seront vraiment au niveau de tout ce qu'on peut attendre en termes de performance de sécurité. Et avoir une culture sécurité qui atteint un certain niveau, bah, c'est possible quand on investit des moyens importants, mais le plus difficile, c'est de maintenir le niveau de cette culture sécurité. Et parfois, vous avez des organisations qui finalement avaient des systèmes très, très perfectionnés, très évolués, avec beaucoup d'investissement, et qui, au fil du temps, ont une culture sécurité qui finalement
soit n'a pas atteint le niveau voulu, soit même s'est dégradé. Et ça, c'est une situation générale, la culture sécurité, un petit peu diffuse, mais qui est fondamentale, parce que derrière cette culture sécurité, il y a justement ce qui est dans la liste ici, les non-conformités, les dérives de tout type, les événements indésirables de tout type, et donc c'est un élément fondamental à comprendre et à intégrer dans une démarche de prévention. Alors, comment contrer les erreurs majeures que nous venons de voir? Et donc, comment construire des antiprocessus d'accident, finalement? Eh bien, on va agir sur les 3 leviers de ces erreurs majeures. Donc, on va d'abord détecter, bien sûr, les processus d'accident qui sont en gestation et déterminer quels sont les facteurs d'accident auxquels on a affaire, afin d'agir prioritairement sur ces facteurs d'accident qui constituent les données d'entrée de nos processus d'accident. Le deuxième axe, ça va être d'améliorer la culture sécurité et la performance. Et pour ça, on va s'appuyer sur la préparation du travail en utilisant les outils HSE. C'est pour ça que je parle de préparation du travail HSE, parce qu'on va se focaliser sur les modes opératoires et les analyses des risques qui sont associés à ces modes opératoires, afin d'optimiser la prévention, les mesures de prévention des accidents. Voilà, j'espère qu'après ces explications, eh bien, vous avez compris l'importance de s'intéresser au processus d'accident lui-même. Et pour aller plus loin, mais aussi pour vous aider, hein, j'ai décidé de vous offrir des coachings gratuits de 30 minutes. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire donc sur le site internet ou la page Facebook qui s'affiche en bas de page. Vous n'avez rien à perdre, à mon avis, plutôt tout à gagner. Et puis bien sûr, ça sera beaucoup plus sympathique d'avoir un échange sur vos problématiques, mais de façon interactive et certainement plus enrichissant. Donc voilà, j'espère avoir le plaisir finalement de faire votre connaissance, et merci encore de votre écoute. Alors je précise que sur la page Facebook ou sur le site internet, il y a également d'autres choses à votre disposition. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, merci de me faire part de vos commentaires et surtout de vous abonner et de mettre également un pouce d'appréciation. Ça donnera plus de visibilité donc à ce type de vidéo, et ça donnera plus de chances, bien sûr, par la suite, lorsqu'il y aura un bon nombre d'abonnés, de mettre des liens et d'être interactif donc avec vous. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt, j'espère.